Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Quand on parle d'Afrique, on sait que tous les pays possèdent une riche culture ancrée dans les traditions ancestrales. C'est ce qui fonde leur identité, qui repose sur l'unité des communautés réunissant ethnies, langues et religions multiples. Le Burundi ne fait pas exception. Différentes ethnies partagent la langue dominante, le Kirundi. La musique et la danse occupent une place essentielle, notamment avec les célèbres tambours royaux, classés au patrimoine de l'UNESCO, le Gukiza, hospitalité, et Ubuntu, philosophie de vie, sont des valeurs sacrées de solidarité et de respect, des piliers sociaux fondamentaux. Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais il possède un grand rivage sur le lac Tanganyika. Exactement. Situé dans la région des Grands Lacs, il est bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par le Rwanda et à l'est et au sud par la Tanzanie. Bujumbura, ancienne capitale politique et économique, est la ville la plus peuplée du pays. C'est aussi la capitale économique. Depuis le 4 février 2019, la nouvelle capitale politique du pays est Gitega. Pour nous accompagner dans la découverte du Burundi, j'ai invité Guy Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Tu es étudiant en fin d'études, c'est ça? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais chez nous? J'ai fait mes études ici en Algérie depuis 2015. Donc mes études de médecine. Ça fait un bail, ça fait 10 ans. Ça fait un bon moment. Ouais. J'étais assez actif, c'est 7 ans d'études de médecine et j'ai poursuivi avec la spécialisation en neurochirurgie. Neurochirurgie, oui, c'est pas des moindres. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de toi. Est-ce que ça soigne la folie aussi, la neurochirurgie? Ça soigne pas la folie, mais beaucoup plus les pathologies cérébrales. Et donc, pendant 7 ans, depuis 2015, après j'ai poursuivi avec la spécialisation en neurochirurgie. D'accord. Ouais. Alors, et tu viens de quelle ville du Burundi? Je viens de Bujumbura. Ah, donc la grande capitale, quoi. Voilà, capitale. À l'époque, donc à ma naissance, c'était encore la capitale. Mais depuis 2019, comme vous avez dit, on a une deuxième capitale. Elle n'est pas moins capitale qu'avant, mais on a une deuxième capitale. Une deuxième capitale officiellement. D'accord. C'est Gitega. On va parler un peu d'histoire du Burundi. Les premiers habitants de la région étaient les ancêtres des Twa, qui représentent aujourd'hui moins de 1% de la population. Les autres groupes démocratiques du pays sont les Tutsis, 15%, les Hutus en grande majorité. Oui. Le royaume du Burundi est établi en 1680, dirigé par des rois Tutsis qui imposent un système de caste sur la majorité Hutu. Après, ils vont bien de le rendre. En 1885, arrivent des Allemands. Ils sont arrivés tôt quand même. Hein. Exactement, oui. Pas aussi tôt que les Français en Algérie, mais c'est pas la seule remarque que je vais faire sur l'Algérie. Ils sont quand même arrivés assez tôt. Puis, à la suite de la Première Guerre mondiale, la colonie est transférée à la Belgique parce que l'Allemagne a chuté. Oui. Et puis, surtout, l'indépendance du pays est proclamée le 1er juillet 1962. À 4 jours de l'indépendance de l'Algérie, quand même. On ne peut pas faire mieux. Oui, on est très liés côté voilà, indépendance. On est très liés côté histoire. Et côté histoire aussi, oui. Et donc, ici, quand on fête le 5 juillet en Algérie, on le fête en grande pompe. Voilà. Tu n'es pas étranger à la situation. Je ne suis pas étranger à ça parce que c'est presque la même saison, oui. Ouais. Juste pour préciser que par rapport aux ethnies, et par rapport à l'ethnie qui était là avant et les ethnies qui sont venues d'ailleurs. Oui. Tout ça, c'était beaucoup plus un système qui a été imposé par les colonisateurs. Les Twa, ils sont anciens, c'était avant la colonisation. Les Twa, ils étaient là, c'était les autochtones. Mais, c'est pour ça qu'ils ont été réduits à moins de 1%. Mais dire qu'il y a des Hutus à 80% ou bien des Tutsis qui eux, dirigeaient la classe sociale, ça serait réduire un peu la société burundaise. Qui est beaucoup plus complexe en réalité. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut
qu'il est important aujourd'hui, des années, même des décennies après la décolonisation, de réécrire son histoire par soi-même. Exactement. Parce que malheureusement, c'est l'histoire qui passe aujourd'hui dans les écoles aussi. Malheureusement. Mais on essaie quand même d'inculquer à la nouvelle génération qu'il n'y a qu'un seul Burundais, qu'une seule nationalité, qu'on ne devrait pas être... Et les ethnies, c'est des richesses, ce n'est pas des contradictions. Parce que par rapport à l'histoire, nous on a vécu une histoire quand même très blessante. Je pense que vous pouvez le comprendre. Et c'était lié aux ethnies. Donc je dirais pas que c'est une richesse. Parce que il faut que ça le devienne, par contre. Il faut que ça le devienne. Mais il faut que quand même la première chose à laquelle on pense quand on te parle du Burundi, faudrait pas que ça soit il y a des ethnies, 2 ethnies ou 3 ethnies qui sont diverses. Oui, encore que au Burundi, il n'y en a pas tellement. Parce que quand on est dans un pays où il y en a 200 ou 250, le Burundi, 3 ou 4, c'est pas énorme. Surtout que physiquement, c'est même difficile à différencier. Oui, mais même, c'est encore plus difficile quand ils sont 200. Exactement, oui. Et géographiquement, est-ce qu'il y a une particularité géographique au Burundi? Bon, une particularité géographique. En fait, je ne l'ai pas réalisé avant que je vienne ici. Mais c'est que nous, presque toute l'année, on est dans les mêmes températures. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Ouais, voilà, c'est un climat équatorial. Et c'est quand même une richesse quand tu fais 18 à 25 degrés toute l'année. Ah oui, c'est très très particulier. Oui, c'est très particulier. En plus, c'est un appel touristique très intéressant. Exactement, oui, exactement. Et pour l'économie, donc, en matière d'économie, le Burundi est principalement rural. Il repose sur l'exportation agricole, le café, le thé, le coton, l'élevage, comme les bovins, les caprins, les ovins, les poulets, les lapins, en plus des cultures vivrières. Ce qui contribue de façon significative à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Mais c'est extraordinaire quand même. Ah, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de pauvres. Je ne sais pas si je peux... disons qu'il n'y a pas de très pauvres, il n'y a pas de gens qui meurent de faim. Oui, on peut dire qu'on avait atteint l'autosuffisance alimentaire parce que le Burundi vivait essentiellement de l'agriculture. Mais avec l'industrialisation aussi, on a essayé de rattraper le monde entier dans ce secteur-là. Mais jusqu'à maintenant, on peut dire que nous, on vit de l'agriculture. Oui, ce qui est un choix très, très intéressant, parce que rattraper la technologie, c'est pas inintéressant, à condition de ne pas sacrifier l'agriculture. Exactement. Je crois que c'est la particularité du Burundi. Exactement. C'est qu'il est resté agricole en développement ses industries. Mais il faut aussi prendre en compte que avec la démographie qui augmente, on est obligé aussi de se tourner vers l'industrie parce que il y a moins de terres qui sont cultivables. Donc logiquement... Même la démographie qui augmente, vous n'êtes pas très très nombreux aussi. Voilà, 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, mais quand même avec une superficie de 26 000, voire 27 000 km². Oui, disons que tout est habité, mais comme vous n'avez pas le désert, donc c'est pas... un petit peu comme Alger, quoi. Oui, exactement. C'est la taille d'Alger à Tizouzou. Exactement. Ok. Alors la filière du café représente la première ressource du pays, 80%. Oui. On peut en être fier. Des exportations. On peut en être fier. C'est un bon café. Et 90% de la population dépendent. Oui, on retrouve le café Arabica et le café Robusta. Donc déjà, on sait, quand tu partiras en vacances chez toi, tu reviendras avec des paquets de café. Je dois en ramener. Tu dois en ramener. Oui. Donc en 2010, le Burundi était le 8e au palmarès des producteurs africains de thé. Classement où le Kenya occupait le premier rang. Donc, ça, en plus du café, quand même, le thé burundais le Burundi est bien classé. Et apparemment, le thé burundais est bon, puisqu'il est classé 8e, et le Kenya, qui produit un très très bon thé, est le premier en Afrique. Ah, je ne savais pas ça. Je viens de découvrir. Voilà. Est-ce que le Burundi continue à bien se classer, à être bien classé économiquement? Depuis peu, les Burundis misent sur le tourisme, surtout avec une stabilité politique. Point fort d'Evariste Ndayishimiye, le président actuel. Comment il s'appelle? Evariste Ndayishimiye, exactement, c'est ça. Vous l'avez bien prononcé. Et qui a été élu en 2020, donc il en a encore pour un bout de temps. Mais ce n'est pas gagné, parce que la moitié de la population qui est estimée à 12 millions d'habitants, plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté quand même. On a dit
ils ne souffrent pas de famine, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pauvres. Exactement, oui. Son taux de croissance est très élevé, 3,3, oui, c'est encore très élevé. Très élevé, oui. Parce que ces taux-là, on les retrouvait dans toute l'Afrique dans les années 70. Après, ça a commencé à chuter. Maintenant, l'Afrique, elle tourne autour de 2, parfois même 1,9. Donc, 3,3, c'est très élevé. Oui. Et surtout, des villes comme Bujumbura, c'est des villes surpeuplées. Et on ne peut pas la dépeupler parce qu'on n'a pas où les mettre. Quoi. Donc là, il faut vraiment faire attention. Oui, il y a eu plusieurs politiques pour lutter contre ça. On limiter a eu les naissances, le planning familial. En tout cas, on est au courant et on essaie de... Quelle est la répartition des religions au Burundi ? Quelles sont les religions qui existent ? La religion la plus fréquente, c'est le christianisme. Je pense qu'elle vient en première position. Orthodoxe, oui. On n'est pas passé au catholicisme. Voilà, tout ça, je pense, ça date de l'ère coloniale. Et je pense que ça va arriver dans les 80% des chrétiens. Oui, quand même. Après, on a des musulmans, on a l'islam qui vient, je pense, en deuxième position après le christianisme, et les gens qui sont toujours les animistes, on va dire, les religions africaines, qui ont gardé les traditions anciennes, et voilà, qui sont très très peu, mais ça c'est comme tu disais tout à l'heure pour les ethnies, on détruit, on réduit, on majore une ethnie en ramenant d'autres ethnies de l'extérieur. Là aussi, ça s'est réduit. Les animistes se sont beaucoup réduits parce que le colonialisme a ramené une religion. Il y en a encore, ça existe encore. Oui, il faut que ça existe. Il faudrait qu'aujourd'hui, avec l'éveil, on devrait faire quelque chose pour que ça ne disparaisse pas. Exactement. Parce qu'avec l'école et tout, c'est ça qui favorise la disparition. Si on ne revoit pas les programmes scolaires, on va continuer à enseigner les mêmes choses qu'à l'époque coloniale. C'est un problème pour les générations futures. Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi. Le Kirundi, oui. Et le français. Et le français jusqu'aux années 2000. Après, depuis qu'on a intégré la communauté de l'Est africaine, comme toute la communauté elle est presque anglophone, nous aussi on s'est tourné vers l'anglais. Donc maintenant, il y a 3 langues officielles qui sont admises officiellement. C'est le Kirundi, le français et l'anglais. Oui. Est-ce que ce sont des langues officielles ou c'est juste des langues d'enseignement et de travail et tout ça ? Officielles parce que je parle du français et de l'anglais. Officielles parce que même dans les documents, même à la télé, il y a toujours un journal télévision Kirundi en français et en anglais. Elle est avant tout parlée par les commerçants et reste essentiellement circonscrite aux zones urbaines. Oui. Toi qui as vécu dans une zone urbaine, est-ce que tu parles le Swahili ? Je ne parle pas le Swahili. Et tu parles le Kirundi ? Je parle le Kirundi, bien sûr, c'est ma langue maternelle. Mais il y a la plupart des Burundais qui ont vécu dans la région urbaine, ils arrivent à parler le Swahili. En fait, ça dépend des quartiers dans lesquels tu as grandi. Malheureusement, moi... Le quartier dans lequel j'ai grandi. Parce que ça aurait fait une richesse de plus quand même. Oui, bien sûr, parce que si tu parles le Swahili, tu as accès à presque toute la sous-région. Le Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et le Congo aussi. Voilà. Et il y a certains pays où les enfants entre eux, parce que l'école a admis toutes les langues dans l'école. Oui. Chacun a un cours sur sa langue en quelque sorte. Oui, exactement. Et donc les enfants ont fini par apprendre toutes les langues. Il y a des pays où les enfants à l'école primaire apprennent 8 ou 9 dialectes sans problème. Oui, parce que quand ça commence quand ça commence au plus jeune âge, c'est facile plutôt à apprendre ça. Voilà, ce qui va me donner l'occasion de parler justement de l'enseignement. Oui. Même si le pays est pauvre, de gros efforts sont faits à l'égard de la population. Alors en 2005, j'ai lu qu'il y a une loi sur la gratuité de l'éducation primaire qui a été promulguée, ce qui a permis de relever le taux d'alphabétisation, du moins en primaire. Absolument, oui. Mais après, il y a quand même un problème, c'est que ce n'est plus gratuit. Oui, il y a un bon nombre de gens qui finissent le primaire et le secondaire, mais après, il faut aussi commencer à l'université. Oui. Donc, et l'université, elle est payante chez vous ? L'université publique, elle n'est pas payante. Mais il fut une fois où on recevait la bourse, on recevait... mais maintenant, c'est tout à fait différent. Ah, donc il n'y a plus maintenant ce genre d'encouragement. Cet encouragement aux étudiants. Et puis, donc, il y a le premier point, c'est que quand il y a une loi, on n'a pas tout fait.
Oui. Une loi, c'est une bonne volonté, mais après, il faut des structures. Il faut des enseignants. Il faut l'accompagner avec... Voilà. Il faut l'accompagner réellement avec le matériel, quoi. L'argent qui va former les enseignants, les former rapidement, donc il faut peut-être les envoyer quelque part, et puis construire les structures. Oui, exactement. Et comme ça manque de structure, qui est le premier sacrifié dans l'enseignement? Est-ce que ce n'est pas les filles qui sont sacrifiées? Oui, on peut dire qu'il y a une discrimination féminine. Bon, ça a toujours été comme ça dans la société burundaise, malheureusement. Ça ne me rassure pas non plus. Malheureusement, on disait toujours, depuis les années 1900, on disait que la femme, elle doit rester à la maison, garder la maison. Mais avec les mentalités qui ont changé, quand même, il y a eu un changement. Moi, j'ai remarqué un changement parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère, elle a étudié, mes sœurs ont fait les études. Il n'y avait pas de... celui-là, c'est un homme, là, celui-là, c'est une femme. Oui. Ok, donc il reste quand même l'enseignement de la tradition orale. Oui. Qui se relaie, ça relie l'histoire, les leçons de vie, les contes, la poésie, les chants, et c'est tout ça qui forme le patrimoine du pays. C'est notre richesse, voilà. Ça, on en est très fiers parce que presque toute l'histoire qu'on possède actuellement, 80% de l'histoire qu'on possède actuellement, ça a été relayé par la tradition orale. Voilà. Oui. Par exemple, dans les contes, moi je lis l'Imigani, l'Indirimbo, la Mazina. Oui. Vugo. Oui. C'est des noms de contes ou c'est des noms de... C'est quoi ça? Donc, alors, Imigani, je pense que ça peut se traduire par un conte. Indirimbo, ce sont les chansons. D'accord. Même dans les chansons, ça aussi, ça participe dans la tradition orale. Et il y a aussi des danses culturelles. On retrouve aussi des danses culturelles. Par exemple, chez nous, la danse culturelle qui est la plus populaire et limite en quelque sorte les cornes de la vache. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ça. Oui, j'arrive à imaginer parce que j'ai vu déjà des danses de juments, des danses de perdrix et tout ça. Donc, parce que la vache a une certaine... C'est toujours dans cette relation intime entre le monde, l'être humain, enfin l'humain et l'univers. L'univers. Qui passe par la faune et la flore. Oui, exactement. Oui. Et puis toujours dans la culture, on peut parler de l'artisanat parce qu'il paraît que l'artisanat du Burundi est très développé. La vannerie, les masques, les boucliers, les statues en bois, tout ça, ça se fabrique bien là-bas. Ça se fabrique très bien. Je ne sais pas si c'est actuellement les gens ils sont toujours intéressés par ça. Mais quand tu arrives à mettre la main dessus, les gens qui arrivent à exporter ça, c'est très bien accueilli ailleurs. Malheureusement, notre peuple, je ne sais pas si ils arrivent à mettre en valeur ça d'une manière adéquate. Ça, c'est un créneau à développer. Oui. Parce que malheureusement, si on veut exporter, évidemment, la qualité est obligatoire, mais après, il y a aussi le package. Oui, exactement. Si on ne fait pas le bon paquet, ça risque de ne jamais être accepté, surtout dans les pays asiatiques où le package est très, très imposant. Oui. Et puis, je voulais te parler, mais là, bien sûr, on n'a pas le temps de faire le tour de la culture du Burundi, mais les tambourinaires du Burundi, c'est quoi ça, les tambourinaires du Burundi? Alors, les tambourinaires du Burundi, datent de l'époque royale.
Les tambours. C'est un jeu de tambour. C'est un jeu de tambour. Le tambour burundais, il est très volumineux, très pesant. Il faut avoir de la force pour en jouer parce qu'il faut le soulever de temps en temps. Oui. Tu es censé aussi savoir danser. Danser avec le tambour sur toi. Avec le tambour sur toi. Donc, c'est une tradition qui date de très longtemps, qu'on a essayé de perpétuer. De l'époque royale. Oui, voilà. Jusqu'à maintenant, c'est toujours d'actualité dans les cérémonies officielles. Pour qu'une cérémonie se passe bien, il faut qu'il y ait les tambours. C'est un axe central, en fait. Voilà, oui, exactement. Oui. Ça embellit la troupe se produit toujours sur l'ancien site royal de Gishora. Oui, Gishora. Oui. Situé à quelques kilomètres au nord de Gitega. Oui, Gitega, c'est la capitale. Gitega, la seconde ville importante du Burundi. La danse accompagne souvent les performances du tambour. Exactement. Musique populaire, des célébrations et réunions de famille. Les abatimbo, dont on joue lors des cérémonies officielles et des rituels, et le rythme rapide de ces danses burundaises. Donc, il y a celui qui porte le tambour et des gens qui dansent aussi, et des gens qui viennent danser avec plus de rapidité. Donc, le tambourin, celui qui fait du tambour, doit suivre la danse dans son mouvement. En tout cas, ça fait partie de la richesse belle danse, de la très culture. Belle exposition de notre culture dans les tambours qu'on retrouve. Et justement, en parlant de cette danse, en 2014, le Burundi a inscrit la danse rituelle du tambour royal sur les listes du PCI de l'UNESCO. Ah oui. Et je crois même que c'est le seul élément qui est inscrit. Qu'on a inscrit. Oui, c'est le seul élément inscrit. Ouais, je pense qu'il y a rien qui nous identifie le plus que le tambour. Oui, enfin, on peut toujours inscrire beaucoup d'autres choses qui ne soient pas de la musique. Oui, mais ce qui est certain, c'est que peut-être parce que le Burundi a dû ratifier la convention bien plus tard. La convention existe depuis 2003. Ah, d'accord. Et les gens ont commencé à ratifier depuis 2003, pratiquement. L'Algérie l'a ratifié en février 2004. Et donc, si ça a été ratifié en 2013 ou en 2014, c'est normal qu'il n'y ait pas d'inscription avant. Et après, avec tous les problèmes que vit l'Afrique actuellement, c'est très difficile d'inscrire un élément. Mais la danse rituelle du tambour royal est un spectacle qui associe le son du battement des tambours puissants et synchronisés à des danses, de la poésie héroïque et des chants traditionnels. À ton avis, si on devait parler d'un autre élément culturel important du Burundi, lequel tu choisirais? Un événement culturel important. Dans quel domaine exactement? Dans la danse, dans la... Écoute, le patrimoine, c'est pas que la danse et la musique. Alors tu as la danse, la musique, les chants bien sûr, les contes, toutes les festivités qui sont en rapport avec la nature et l'univers, quand tu fêtes la venue de les pluies ou la venue des chaleurs ou les olives ou les figues et tout ça. Et tu as aussi tout ce qui est les masques, tout ce qui est des scènes mythiques. C'est pas des scènes sur un théâtre, mais c'est des scènes réelles, des fêtes où on est masqué pour jouer le rôle de quelqu'un pendant une fête qui est datée, etc. En tout cas, il y a une certaine fête. Malheureusement, elle ne se fête plus actuellement. Mais, donc on peut plus l'inscrire. On peut plus l'inscrire, mais c'était Umuganoro. À l'époque, c'était l'époque Umuganoro. C'était une cérémonie où le roi était censé bénir toutes les récoltes qu'il y a eu dans le pays. Et c'était, je pense, la fête la plus importante à l'époque. Mais pourquoi elle a disparu? Ils ont essayé de la revivifier. Revivifier, mais jusqu'à maintenant, c'est en cours de... En cours de réflexion. Exactement. C'est très difficile de revivifier un événement qui a disparu. Parce que les personnes porteuses du patrimoine ne sont plus là. Et donc, ça ne s'apprend pas à l'école. Voilà, malheureusement. Surtout quand ça ne se transmet pas. Et toi, tu es là encore pour longtemps? Je ne sais pas encore. Jusqu'à maintenant, je suis en train de faire ma formation. On verra là où les opportunités nous emmèneront. Très bien. Et tant que tu es là, quelle est la chose qui te manque le plus du Burundi? Bien sûr, c'est ma famille qui m'arrive en première position dans ma tête.
Sinon, comme je l'ai dit, c'est le climat aussi. Parce que, oui, bon, ici, j'ai appris à m'adapter. Oui, mais nous aussi, on n'est plus adaptés parce que les étés de ces dernières années, on ne les a pas toujours vécus. Hein. Ah, oui. Le climat était beaucoup plus clément autrefois. Le réchauffement climatique, c'est pas évident. Voilà, donc, chers amis, c'était ça la richesse du Burundi. C'est un pays riche de sa population, de sa cohésion sociale, de son développement agricole, qui a encore beaucoup à dire à l'humanité, mais qui en fait déjà pour sa population. Et prenez soin de vous et de votre patrimoine. Au cœur de l'Afrique, le Burundi se lève. Ces montagnes embrassent le ciel d'un rêve. Rivières scintillantes, hibiscus en fleurs, la beauté du pays, un souffle de douceur. Unissons nos voix, partageons cette fierté. Au Burundi, terre d'amour et de lumière. Avec Patsospi, nous célébrons cette atmosphère. La musique résonne, faisons-la fleurir. Dans les rythmes de tam-tam, nos âmes vibrent. Les marchés colorés, les sourires en fibres. La culture dansante, une histoire de cœur. Le Burundi rayonne, un joyau en labeur. Élevons nos chants pour notre terre chérie. Au Burundi, terre d'amour et de lumière. Avec Patsospi, nous célébrons cette atmosphère. Dans la joie, ensemble à ma vie, la musique résonne, faisons-la fleurir. Élevons nos chants pour notre terre chérie. Dansons au rythme de notre identité. Le Burundi, notre amour pour l'éternité. Au cœur de l'Afrique, le Burundi se lève. Ces montagnes embrassent le ciel d'un rêve. Rivières scintillantes, hibiscus en fleurs, la beauté du pays, un souffle de douceur. Unissons nos voix, partageons cette fierté. Au Burundi, terre d'amour et de lumière. Avec Patsospi, nous célébrons cette atmosphère. Unis dans la joie, ensemble à l'avenir, la musique résonne,